à toutes et à tous. Bienvenue à l'écoute de Prévention Santé, un programme d'information produit par RNCO et la participation scientifique de SOS Médecins Cameroun. Prévention Santé, votre magazine d'information, se consacre cette semaine aux plus jeunes. L'enfant, grand orphelin de la pandémie Covid-19, sera donc notre sujet. Pour parler de ces oubliés, je vous invite à écouter le docteur Ngou Patrick, pédiatre et membre de l'équipe de SOS Médecins Cameroun, qui est mon invité. Docteur Ngou, bonjour. Bonjour. D'après les résultats donc des recherches, les enfants semblent être à l'abri du Covid. Alors, est-ce que c'est rassurant ou y a-t-il de quoi en fait s'inquiéter et que peut peut-être aussi cacher cette information? Écoutez, nous avons encore très peu d'informations sur l'évolution et la présentation du Covid chez l'enfant, autant chez l'enfant blanc que chez l'enfant noir. Il y a encore beaucoup de zones d'ombre sur l'évolution de cette maladie, de cette pandémie chez l'enfant. Docteur Ngou, pourquoi vous parlez d'enfants blancs et d'enfants noirs? Quelles sont les différences qu'il pourrait y avoir? Les différences, justement, c'est les théories que nous avons actuellement sur le fait que le noir ou le noir vivant en zone tropicale est moins exposé et fait moins de gravité que le blanc qui vit en zone froide. On est dans quoi là? On est dans de l'info, dans de l'intox? Oui. C'est quoi cette situation-là? C'est justement ça la question. Étant au pays, étant au Cameroun, je vous donne aussi les réalités qui sont perceptibles chaque jour, ouais. Les réalités qui nous donnent matière à discussion chaque jour, puisqu'on a des informations qui viennent selon lesquelles on s'attendrait à avoir les décès et on n'a pas encore autant de décès que ce qui se passe ailleurs. Est-ce que c'est une question de race? Est-ce que c'est une question de climat? C'est pour dire qu'on ne peut pas être tranché sur les réponses qu'on vous donne même par rapport à l'évolution du Covid chez l'enfant. Il y a encore beaucoup de paramètres que les scientifiques n'ont pas en main pour pouvoir parler de façon affirmative de la manifestation de la maladie chez l'enfant. C'est juste pour que cette petite interrogation reste dans l'esprit et qu'on sache que ce qu'on dit ne peut pas être pris pour parole comptant. D'accord, donc il va falloir encore attendre un petit peu pour faire des affirmations, on va dire, là on est en pleine crise, donc on attendra un petit peu pour avoir des choses un petit peu plus concrètes, hein, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. On a besoin de recul, donc du coup on doit être très prudent sur ce qu'on donne comme information pour ne pas entraîner le monde dans des informations qui ne sont pas avérées, démontrées sur le plan scientifique. Les enfants sont accompagnés des parents lorsqu'ils viennent à l'hôpital. Ces parents peuvent aussi avoir peur de se faire contaminer par le Covid. Alors comment organisez-vous les consultations des enfants dans ce contexte et quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face? Premier constat qu'on fait vraiment à nos détriments, c'est que les hôpitaux se vident. Les enfants semblent être protégés, mais les enfants ne viennent pas à l'hôpital parce que justement, ils doivent être accompagnés. Si on se fie au Covid par rapport à l'enfant, les données nous montrent que les enfants ne sont pas atteints, mais on a des enfants qui ne viendront plus à l'hôpital. Ils ne viennent pas à l'hôpital tout simplement parce que les parents ont peur de se faire contaminer par le Covid en milieu hospitalier. Donc, on a peur qu'il y ait des bombes à retardement dans la communauté pour des pathologies qu'on avait déjà maîtrisées assez bien, comme le paludisme, comme les maladies diarrhéiques, comme la fièvre typhoïde, comme même les vaccinations, parce que même les enfants ne seront plus amenés au service de vaccination. Donc la crainte vraiment, c'est la résurgence et la recrudescence des pathologies qu'on maîtrisait déjà. Alors, donc, si on peut donner un conseil aux parents, c'est de ne pas perdre de temps et d'emmener donc leurs enfants à l'hôpital, on est d'accord? Le premier conseil, c'est de pouvoir respecter les consignes édictées. La distanciation sociale, le lavage des mains, le port correct du masque. Parce que pour amener votre enfant à l'hôpital en toute sécurité, il faut d'abord que ces mesures soient respectées. Il faut venir rapidement à l'hôpital, mais respecter toutes les mesures liées à la prévention. On est focalisé effectivement sur le Covid, mais donc toujours concernant les enfants. Est-ce que cette maladie, durant cette période que l'on traverse tous, est-ce qu'il y a finalement des craintes que vous pouvez avoir aujourd'hui? Il y a de grosses craintes. Il y a de grosses craintes à avoir. Pas par rapport au Covid, mais par rapport aux autres maladies. Et comme vous l'avez si bien énoncé dans le début de l'émission, les enfants sont les abandonnés du Covid.
pas parce qu'ils mourront du Covid, mais parce qu'ils mourront des autres maladies qui auront le temps de faire leur nid, parce qu'ils ne pourront pas avoir accès aux formations sanitaires, aux soins de santé de qualité. Nous rencontrons maintenant beaucoup de parents qui se dirigent directement à la pharmacie pour essayer de court-circuiter le passage à l'hôpital, et nous ne sommes pas à l'abri des dérives dans les pharmacies. On reçoit actuellement des enfants en consultation où ils ont été à la pharmacie. On leur a fait des injections dans des pharmacies alors que le pharmacien est censé dispenser le médicament. C'est un sujet sensible, mais c'est un sujet qu'il va falloir regarder en face. Nous, pédiatres, notre souci, c'est de protéger la santé de l'enfant. Donc, il faut que nous nous réorganisions rapidement pour savoir où est-ce que nos enfants vont s'ils ne vont pas à l'hôpital et pouvoir, à défaut de les soigner, pouvoir capaciter au minimum ces personnes qui sont en contact de l'enfant tous les jours, ne serait-ce que pour leur montrer les signes de danger et la nécessité d'amener l'enfant à l'hôpital, de conduire rapidement l'enfant à l'hôpital s'il se retrouve face à l'un de ces signes de danger. Docteur Ngou, la télémédecine ou la consultation en ligne peut-elle avoir un essor important aujourd'hui en toute sécurité, je dirais, dans ce contexte? De façon théorique, oui. Mais sur le plan pratique, c'est difficile. Imaginez que vous ayez un nourrisson de 2 mois. Le seul symptôme que vous pourrez remarquer, c'est la fièvre. Et le médecin qui va faire la consultation aura du mal à avoir certaines notions sur l'enfant. Il aura besoin d'un examen physique de l'enfant. Donc, on sera limité par la pauvreté des symptômes. C'est compréhensible chez un enfant qui soit grand, c'est un adolescent qui puisse s'exprimer, mais pour un nourrisson qui ne peut pas parler, vous comprenez bien la difficulté et la crainte encore ici, c'est de pouvoir perdre du temps, s'attaquer à un symptôme alors qu'il y a une maladie sous-jacente qui évolue. Donc, de façon théorique, c'est bien, mais elle ne peut être appliquée que pour les conseils, mais pas pour une consultation. Et pas pour les enfants trop petits, on va dire, pas pour les nourrissons. Pas pour les enfants trop petits. D'accord. Parce que tout dépendra aussi du niveau intellectuel du parent, des informations qu'il donnera au médecin. La plupart veulent juste un médicament, donc ils vous donneront des informations en fonction de l'objectif qu'ils recherchent rapidement. Les enfants font fréquemment, on le sait quand on est parent, des infections respiratoires aussi. Y a-t-il une augmentation de ces détresses respiratoires en contexte de Covid? Écoutez, ça c'est la hantise de tout pédiatre. Parce que au Cameroun, les infections respiratoires hautes et basses sont une cause importante de mortalité. Nous avons des enfants qui arrivent dans des hôpitaux avec une pneumonie et détresse respiratoire, avec des anémies sévères et détresse respiratoire, avec des tableaux infectieux sévères et détresse respiratoire. Nous, cliniciens, nous sommes nombres limités. C'est difficile, pratiquement impossible face à ces tableaux cliniques de faire la différence entre ce qui est Covid et ce qui ne l'est pas, mis à part les informations que nous pouvons avoir avec un sujet contact dans l'environnement. L'accès au diagnostic rapide, l'accès aux tests rapides de Covid est déterminant pour que nous puissions aussi produire aux décideurs des résultats fiables par rapport au Covid chez l'enfant. Docteur, avant de se quitter, une dernière question. A-t-on au Cameroun une conduite à tenir pour poser le diagnostic du Covid chez l'enfant? Pour le moment, non. Beaucoup de spécialistes émettent des suggestions, mais les consensus, on ne l'a pas encore. Et la question est intéressante parce qu'on se retourne vers les pédiatres pour savoir ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils proposent. Mais cette proposition-là dépend aussi de l'accessibilité aux tests, au diagnostic rapide. Puisque c'est une maladie communautaire, la seule façon de contrer cette maladie, c'est de pouvoir accéder au diagnostic rapide. C'est de pouvoir faire au moins un test de Covid chez tous nos enfants qui présentent une détresse respiratoire. Et nous sommes loin d'atteindre cet objectif, même seulement au niveau de la capitale. Docteur Ngou, merci à vous pour toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes pédiatre et membre de SOS Médecins Cameroun. Je vous en prie, c'était un plaisir. Merci à tous les partenaires qui permettent de faire vivre ce programme et plus particulièrement à l'équipe des SOS Médecins Cameroun et à son président, le docteur Ombolo. Merci également à Sino Media et à son équipe du JDC, le journal du Cameroun, où vous pouvez d'ailleurs retrouver le podcast de ce programme en ligne. Si vous avez des questions à poser concernant notre programme Prévention Santé, envoyez un mail à wilsonafrique@gmail.com et nous répondrons à vos questions dans cette émission.